Le Conseil des gouverneurs de la BCE qui a une nouvelle fois opté, vous le savez, on l'avait commenté sur Boursorama jeudi dernier, pour un statu quo, mais ça sent quand même un petit peu la hausse de taux pour la prochaine réunion du mois de juin. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Vous la sentez vous aussi, hein, la hausse de taux qui vient, parce que malgré l'accélération de l'inflation, on le sait, à 3% en zone euro au mois d'avril, donc taux d'intérêt inchangé, décision prise à l'unanimité, mais après, ça a été précisé par Christine Lagarde, de longues discussions. Déjà, est-ce que ce statu quo monétaire, c'était une bonne décision, même si c'était un statu quo quand même avec une tonalité assez restrictive. Ça sentait aussi un petit peu le ton hawkish, comme on dit, faucon. Donc c'était un statu quo avant, a priori, une hausse en juin. Qu'on prenne notre temps, David, avant d'augmenter les taux. Si vous me permettez ce petit jeu de mots, humour d'économiste de grenier. David, avant de démarrer notre raisonnement, je voulais partager avec vous l'une des phrases les plus remarquables de l'année. Si vous décerniez un prix, ça pourrait être intéressant d'ailleurs qu'on fasse ça, le prix Ecorama de la blague économique la plus drôle de l'année. Commentaire de la BCE, nous avons pris une décision éclairée sur la base d'informations encore insuffisantes. Je répète pour que ça pénètre bien l'esprit pertinent et justement très éclairé de nos spectateurs. Nous avons pris une décision éclairée sur la base d'informations encore insuffisantes. Alors, c'est très compliqué de prendre une décision éclairée, David, sur la base d'informations insuffisantes, et la BCE de continuer derrière en disant si les prix d'énergie continuent à monter, l'inflation, elle continuera à monter. De la même manière, je peux vous annoncer, David, que l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. C'est des réalités comme ça absolument terrifiantes de la vie. Évidemment qu'on est sur un statu quo, David, parce que ce qui était important, c'est pas la décision éclairée, ça fait vraiment rigoler. Ce qui est important, c'est les informations insuffisantes. Et c'est ça qui aujourd'hui, au fond, va handicaper les bonnes décisions pour la Banque centrale européenne, mais de manière générale pour toutes les grandes banques centrales autour de la planète. Est-ce que Donald Trump, et c'était ce que vous disiez en entrée de cette nouvelle émission Ecorama, vous disiez que Donald Trump annonçait l'escorte des navires pour passer le détroit d'Ormuz avec l'armée américaine. Est-ce qu'on va vers un déblocage du détroit d'Ormuz? Si on va vers un déblocage du détroit d'Ormuz, on va vers une fin rapide des tensions. Si on va vers une fin rapide des tensions économiques et d'approvisionnement, alors on ira vers une fin rapide de ce pic inflationniste, et puis les choses, même si ça dure quelques mois, finiront par rentrer dans l'ordre. Si les Iraniens font ce que vous avez annoncé qu'ils allaient faire, à savoir qu'ils allaient s'en prendre aux navires américains et aux navires qui allaient passer le détroit d'Ormuz, il est évident que nous n'allons pas avoir une baisse des tensions, nous allons avoir une augmentation des tensions. Et là, effectivement, la BCE risque de se retrouver contrainte à lever les taux d'intérêt, même si je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais encore une fois, si l'inflation s'emballe à 3%, encore une fois, ce sont les chiffres du mois d'avril, c'était 1,9% d'inflation en zone euro. En février, la BCE, qu'est-ce qu'elle doit faire, la BCE? Elle doit rester les bras ballants, elle doit agir. D'un côté, l'inflation sous-jacente n'est qu'à 2,2% en zone euro. En même temps, on se dit que ce n'est pas parce que la BCE va remonter ses taux directeurs que le prix du pétrole va baisser et que les navires vont passer dans les détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place de la BCE? C'est un dilemme quand même, hein. Non, c'est primum non nocere, un vieux principe, vieux comme la médecine, d'abord ne pas nuire, et donc d'abord ne pas nuire, surtout ne faites rien les cocos, ne faites rien, surtout ne faites rien, n'ayez pas de bonnes idées, n'ayez surtout pas un avis éclairé sur la situation, personne n'est capable d'avoir un avis éclairé sur la situation, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Ce qui est certain, c'est quoi David? C'est que si vous augmentez les taux ou si vous les baissez, dans les deux cas, vous n'imprimerez pas de barils de pétrole, vous n'imprimerez pas de gaz sous forme de GNL dans d'immenses méthaniers qui vont traverser les mers, vu que au Qatar, l'usine de liquéfaction a été à peu près rasée par les missiles iraniens, et qu'il va falloir au moins de 2 à 4 ans pour la réparer. Donc, vous pouvez toujours augmenter les taux, ça ne changera rien sur l'inflation énergétique. Alors, il y aurait quelque chose que pourrait faire la BCE plutôt que d'augmenter les taux. Ça serait par exemple de financer l'électrification ou de financer la baisse des taxes, allez au hasard, sur l'électricité.
Et donc là, vous faites un choc énergétique inversé. D'accord, vous avez de l'inflation sur les hydrocarbures, on va dire globalement sur les énergies carbonées, mais vous pouvez compenser ce choc par une réduction du prix de l'électricité. On pourrait utiliser notre argent comme ça. J'en profite, et je profite de votre antenne, David, pour m'insurger de manière officielle et publique sur ce taux d'intérêt directeur unique. Jamais nous n'avons eu autant de systèmes informatiques, jamais nous n'avons eu autant de capacité à piloter de manière extrêmement fine nos économies. On est même capable de vous faire un QR code pour savoir si vous avez été vacciné ou pas vacciné il y a 15 jours ou il y a une semaine. Donc on est capable de faire énormément de choses aujourd'hui, mais on n'est pas capable de faire un taux d'intérêt directeur par grand secteur de l'économie, ce qui éviterait de lever les taux ou de baisser les taux pour l'ensemble de l'économie et donc de créer des bulles qu'on ne sait que difficilement résoudre. Je vous prends un exemple. Là, aujourd'hui, le taux directeur, il est à 2%, la BCE va peut-être le passer à 2,25, puis à 2,50. Ça s'applique à toute l'économie, aussi bien à David qui veut acheter son nouvel appartement à Paris et qui va s'endetter sur 25 ans, qu'à la PME qui a besoin d'un crédit de trésorerie pour passer la fin de mois parce que c'est compliqué. On pourrait tout à fait imaginer que quand l'immobilier se porte bien, bah, les taux d'emprunt pour les projets immobiliers sont de 5%. Parce que comme ça, on va éviter la création d'une bulle et donc l'envolée des prix immobiliers, mais que les taux d'investissement pour une PME sont allés de 0% parce qu'on est plutôt dans une crise économique. Et puis on pourrait même imaginer que les taux d'intérêt pour acheter une voiture gasoil ou essence, eh ben, ils sont à 5%, mais que les taux d'emprunt pour acheter une voiture électrique sont à 0%. Donc on pourrait piloter l'économie de cette manière-là. Ce n'est pas fait, et c'est pour cette raison, David, que aujourd'hui la politique monétaire me fait doucement rigoler, et elle est d'une rare stupidité, compte tenu, elle est assez affligeante, compte tenu des moyens techniques, technologiques et intellectuels que nous avons aujourd'hui. Oui. Cette politique monétaire, elle est indigente, David. Oui, et en attendant, il y aura une réunion le mois prochain, le 11 juin de la BCE, et cette possibilité de hausse de taux a été évoquée par Christine Lagarde. Donc on comprend que la BCE nous prépare à cette hausse de taux pour le mois prochain. Et en même temps, quand on regarde ce que pensent les marchés financiers, les traders, etc., spécialistes de la BCE, la messe est dite, il y aura bien une première hausse de taux de 25 points de base, 0,25%, le 11 juin prochain. Oui, elle est largement anticipée, et même ce qui est anticipé, c'est une autre augmentation sur 2026. Donc un taux de dépôt qui passerait de 2% à 2,50%. Ça ne réglera rien au taux d'inflation qui va nous frapper tant que ce choc énergétique ne trouve pas sa résolution via tout simplement... Mais ça va tuer, en parallèle, ça va tuer la maigre croissance qu'on a eue en zone euro, 0,1% au premier trimestre. On se dit que voilà, le peu de croissance qu'on a, eh ben, ça va l'anémier encore plus. Exactement. Et c'est pour ça que j'avais commencé par vous dire d'abord ne pas nuire et d'abord ne rien faire. Avoir un avis éclairé, c'est très difficile. Et après, on se dit pourquoi remonter les taux courts de la part de la BCE alors que les taux longs, eux, ont déjà intégré la hausse de l'inflation et ce choc énergétique. Partout en zone euro, les taux à 10 ans ont pris, je sais pas, 30, 40, 50 points de base. On est à 3,10 sur le taux à 10 ans allemand, 3,80 et quelques en France. On est au plus haut depuis juin 2009. Preuve que les taux longs, qui sont des taux de marché, prennent en compte cette poussée inflationniste. 3,71 très exactement, parce que j'avais regardé juste avant qu'on commence à discuter, David, pour le 10 ans français. Donc, il a un petit peu rebaissé, mais enfin, l'écart reste identique avec le spread avec l'Allemagne, reste à peu près au même niveau. Oui, les marchés, eux, ils prennent en ils prennent en considération deux choses. Ils prennent d'abord en considération le fait que l'inflation va être durablement plus élevée, et c'est assez logique. Structurellement, les facteurs sont plus inflationnistes pour les prochaines années que déflationnistes. Encore une fois, fin de la mondialisation, transition énergétique, raréfaction des ressources,
Tout ça est extrêmement inflationniste sur les prix. Donc structurellement, on devrait avoir une inflation un peu plus importante que ce qu'on a connu les 30 dernières années. Et puis, bien, les marchés, ils prennent également en compte, David, les différences de gestion entre un certain nombre de pays, notamment de la zone euro. Et donc, tous les pays qui sont très fortement endettés, et soit dit en passant, c'est aussi le cas des États-Unis, eh bien, ils ont des taux d'intérêt que les marchés price très clairement. Donc le risque est pricé, donc double risque, risque inflationniste, risque de contrepartie, c'est-à-dire l'état financier, la solvabilité de l'emprunteur. Eh bien, ces deux risques sont pricés dans les marchés. Ça se voit à travers des taux à 10 ans qui augmentent et des spreads également qui s'élargissent entre les pays bons gestionnaires et les pays que nous traiterons d'un peu plus artistes dans leur gestion quotidienne. On ne cible personne. Juste, Charles, On verra rien. j'entends les arguments quand vous dites que la BCE devrait ne pas nuire et donc ne pas toucher à ces taux d'intérêt en attendant d'y voir plus clair. Sauf que l'inflation, elle est passée de 2 à 3 %. Et c'est aussi une question de crédibilité pour la BCE. Et sachant que Christine Lagarde a reconnu, c'était intéressant, que la BCE devait éviter, elle a dit, 2 erreurs commises par le passé, celle d'une hausse des taux trop hâtive, comme en 2011, au moment de la crise des dettes souveraines, et celle d'une hausse de taux trop tardive, comme en 2022. Elle n'a pas tort, hein. Ici, elle a totalement tort. D'abord, c'est eux qui sont censés être les professionnels avec je ne sais pas combien de milliers de spécialistes hein, et de grands économistes à la BCE. Donc, quand ils font des erreurs, qu'ils arrêtent de me dire de plaider l'erreur, ils n'ont pas le droit de plaider l'erreur. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient hein, et ne les pardonnaient absolument pas. Donc c'est le premier point. Voilà pour la petite analyse sympathique de la compétence de la BCE. Deuxième chose, aujourd'hui, la hausse des prix de l'énergie, certes, a un effet inflationniste, mais ça a un effet, comme vous le disiez, très récessif, parce que ça vient faire une ponction dans le budget des ménages et des consommateurs et des entreprises. En clair, un choc énergétique, ça a le même effet récessif qu'une hausse des taux, parce que ça renchérit tout. Et donc, si vous rajoutez un enchérissement à un autre enchérissement, vous rajoutez de la crise à la crise. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation qui ne baissera pas tant que le choc énergétique continuera, ça ne fonctionnera pas, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas lutter contre de l'inflation énergétique en augmentant les taux d'intérêt, puisque de toute façon, c'est les prix de l'énergie eux-mêmes qui Oui, mais ils vont vont se se transmettre. charger. Mais ils vont se transmettre après au reste de l'économie. Non mais David, quel est le but des taux d'intérêt? L'objectif du taux d'intérêt, c'est de réduire la demande. Quel est l'effet d'une hausse significative du litre de gasoil dans votre Ça station de réduit la service? demande. C'est de réduire la demande. Et donc, les deux effets sont identiques. Et si vous utilisez si vous avez sur une situation qui réduit la demande, vous utilisez un autre outil qui réduit la demande, vous réduisez la demande au carré, ce n'est pas Oui, une bien bonne sûr, idée. mais si après il y a des effets de second tour, l'inflation elle va monter à 3, 3,5, à 4, les salariés demanderont effectivement de récupérer du pouvoir d'achat, ce qui est normal, et après on a des effets de second tour et l'inflation s'emballe. Et la BCE, elle a un mandat d'une inflation à 2%. L'inflation, elle a un mandat avec une inflation à 2%. Ça, d'accord, j'achète votre remarque parce que c'est la bonne et c'est bien le problème. C'est en tout cas bien le problème dans le contexte actuel, parce que là, vous ne pouvez pas avoir une inflation à 2% quand vous avez un choc énergétique. Mais surtout, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, l'indigence de nos outils de politique monétaire, car en réalité, nous devrions pouvoir augmenter certains taux, mais pas d'autres. Et donc, pour éviter justement un emballement et une inflation de second tour, si nous avions ce que j'appelle des taux d'intérêt différenciés en fonction des secteurs, eh bien la BCE pourrait enfin avoir un pilotage très fin. Le différentiel de croissance je me suis amusé à modéliser ce différentiel de croissance, c'est 1% par an, hein, si on Ah, c'est avait pareil, des hein. taux d'intérêt différenciés. Donc vous imaginez un différentiel de croissance d'1% par an sur 30 ans, vous avez en réalité en France non pas 3500 milliards de dettes, mais un excédent budgétaire total et cumulé de 900 milliards d'euros. Eh ben, ça fait rêver tout ça.
Il faut soumettre les idées. Ces bonnes idées, il faut les soumettre. C'est pour ça que je vous en parle. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du Grenier de l'Écho. Merci Charles et bonne semaine. Merci David, merci à tous.